Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression d'être une ombre, une présence silencieuse dans une famille qui semble ne voir vos sacrifices que comme une évidence? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, celle de Marie, une femme qui a été méprisée, oubliée dans sa propre maison, mais qui a retrouvé sa véritable valeur. Cette histoire nous rappelle que notre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous regardez. Laissez-moi un commentaire avec votre âge et l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Je n'aurais jamais pensé que le jour viendrait où mon propre enfant me traiterait comme un fardeau. Ce n'est pas ainsi que les mères imaginent leur vie, n'est-ce pas? Nous nous imaginons aimer, respecter, peu, être même chéris dans nos vieux jours. Mais la vie a une façon de nous présenter des vérités que nous ne voulons pas affronter. Je m'appelle Marie Dubois, j'ai 74 ans, et voici mon histoire. Laissez-moi vous ramener en arrière. Quand mon mari, Jean, est décédé subitement d'une crise cardiaque, Antoine n'avait que 10 ans. Je le revois encore, debout à l'enterrement dans ce costume trop grand, me serrant la main si fort comme si j'allais disparaître à mon tour. À cet instant, je me suis promis de tout lui donner. Il était mon unique enfant, ma raison de me lever le matin, mon but. La vie n'a pas été facile après cela. J'ai cumulé 2 emplois pendant des années. Le matin comme gardienne dans un immeuble haussmannien et le soir à faire des ménages dans des bureaux du centre-ville. Il y a eu des nuits où je rentrais avec les pieds enflés et les mains à vif à force de frotter, mais la vue d'Antoine dormant paisiblement faisait que chaque douleur en valait la peine. Je sautais des repas pour qu'il puisse se resservir. Je rapiéçais ses vêtements jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus de tissu d'origine. Et quand il a voulu rejoindre l'équipe de football de l'école, j'ai fait des heures supplémentaires juste pour lui payer l'uniforme et ses crampons brillants qu'il portait avec fierté. Je me souviens d'un Noël. L'argent était si rare que je pouvais à peine me permettre un sapin. J'ai décoré notre petit salon avec des ornements faits à la main, des bouts de ruban, de vieux boutons, tout ce que je pouvais trouver. Antoine a déballé le vélo d'occasion pour lequel j'avais économisé pendant des mois, et ses yeux se sont illuminés plus que n'importe quelle guirlande de Noël. Ce souvenir m'a nourri pendant de nombreuses années de sacrifice. À mesure qu'Antoine grandissait, j'essayais de lui inculquer les valeurs auxquelles Jean et moi avions toujours cru. La gentillesse, l'humilité et la gratitude. Mais quelque chose a changé quand il est parti en grande école. J'ai remarqué que les appels devenaient moins fréquents, les visites à la maison plus courtes. Quand il revenait, il semblait différent. Il levait les yeux au ciel quand je parlais du passé, où il faisait des commentaires sur le fait que je ne comprenais pas comment le monde fonctionnait maintenant. Pourtant, je me disais que c'était juste la jeunesse. Chaque génération considère la précédente comme dépassée. Je continuais à lui envoyer des colis, des biscuits faits maison, des écharpes tricotées, de petites enveloppes d'argent quand j'en avais un peu de côté, et quand il a obtenu son diplôme, j'ai pleuré des larmes de fierté, sans réaliser que ces mêmes larmes masquaient les premières fissures dans notre lien. Antoine a rapidement trouvé un emploi dans une grande entreprise et a emménagé dans un appartement moderne avec sa petite amie, Chloé. Je les aidais dès que je le pouvais, allant même jusqu'à me porter garante pour un prêt une fois, car il disait que cela l'aiderait à se construire un historique de crédit. Avec le recul, cela aurait dû être mon premier vrai signal d'alarme. Mais à l'époque, tout ce que je voyais, c'était mon garçon essayant de se construire une vie. La distance entre nous s'est creusée. Tout comme ses attentes. Il me demandait de l'argent pour des urgences. Pourtant, je voyais des photos sur les réseaux sociaux de lui et Chloé dans des restaurants branchés, partant en week-end, souriant avec des cocktails à la main. Ça faisait mal. Mais je l'ignorais. Je me suis convaincu que c'est ce que font les parents. Ils donnent même quand ça fait mal. Ce que je ne voyais pas alors, ce que je refusais de voir, c'est comment sa gratitude s'était transformée en dû. Quand j'ai laissé entendre une fois que j'avais du mal à payer les factures de la vieille maison, Antoine a balayé ça d'un revers de la main. « Maman, ce n'est que de l'argent. Tu t'en sortiras », a-t-il dit. Les yeux rivés sur son téléphone. C'était un commentaire anodin, mais il m'a blessé plus profondément qu'il ne l'imaginait. Car ce n'était pas juste de l'argent. C'était ma survie, ma dignité, mon indépendance. Chloé n'était guère mieux. Elle arborait toujours un sourire, mais il semblait forcé, comme un masque. Elle disait des choses comme « Oh, Madame Dubois, vous ne devriez pas monter les escaliers à votre âge. » Ou encore « Ça doit être difficile d'entretenir toute une maison toute seule. » Anodin en surface, mais chargé de sous-entendus. Le sous-entendu que peut être « Je n'avais plus ma place dans ma propre maison, pourtant je m'accrochais à l'espoir. »
L'espoir que mon fils se souviendrait de la femme qui était restée éveillée toute la nuit avec lui quand il avait la grippe, qui avait vendu son alliance pour payer ses livres de cours, qui s'était usée à la tâche pour qu'il puisse se tenir droit dans le monde. Je me disais qu'au fond, Antoine m'aimait aussi farouchement que je l'aimais. Mais comme j'allais l'apprendre, l'amour peut se flétrir quand la cupidité prend racine. Et le jour viendrait où cette cupidité se révélerait de la manière la plus cruelle possible. Cela a commencé par de petites choses, le genre de moment que l'on essaie presque de se persuader de ne pas remarquer. Antoine faisait des remarques désinvoltes sur le coût d'entretien de la maison. Il fronçait les sourcils en voyant la vieille peinture du porche ou secouait la tête en me voyant penché dans le jardin. Un après-midi, alors que je lui servais sa tarte tatin préférée, il s'est adossé à sa chaise et a dit « Maman, cette maison est trop grande pour toi. Tu ne penses pas qu'il est temps de la laisser partir ?» J'ai ri nerveusement, balayant sa remarque. « Cette maison est l'endroit où tu as grandi, Antoine. Chaque recoin a un souvenir. Je ne suis pas prête à y renoncer. » Chloé, toujours l'image de la politesse, a ajouté avec un sourire mielleux « Nous nous inquiétons juste pour vous, Marie. Ça doit être si difficile de s'occuper de cet endroit à votre âge. » La façon dont elle disait « à votre âge » me faisait me sentir comme un vieil appareil sur le point de tomber en panne. Au début, je me suis convaincu que leur inquiétude était sincère. Ils étaient occupés par leur vie, après tout, et peut-être voulaient-ils simplement alléger mon fardeau. Mais ensuite, Antoine a commencé à parler d'options. Il a mentionné les maisons de retraite, à quel point elles étaient modernes et confortables, comment j'aurais des gens à qui parler et pas à me soucier des factures. Je l'ai regardé, la fourchette figée à mi-chemin de ma bouche. « Suggères-tu que je quitte ma propre maison ?» Il a haussé les épaules, sans même me regarder. « C'est juste quelque chose à considérer. Tu serais plus en sécurité là-bas. » Et honnêtement, c'est une décision financière intelligente. Ces mots, « décision financière intelligente », se sont logés dans mon esprit comme une épine. De la décision financière de qui s'inquiétait-il vraiment? La mienne ou la sienne? Le vrai tournant est arrivé quand il m'a demandé de signer des papiers. C'est juste pour des raisons de commodité. Maman, a-t-il expliqué doucement, faisant glisser les documents sur la table. Pour les impôts. Ça protégera la maison. Et ça rendra tout plus facile s'il t'arrive quelque chose. J'ai hésité. Les papiers juridiques n'ont jamais été mon point fort. Et mes mains tremblaient un peu en feuilletant les pages. Antoine, je ne comprends pas tout ça. Il a souri comme il le faisait quand il était petit, essayant de me convaincre de lui acheter des bonbons à l'épicerie. Tu n'as pas besoin, maman. Fais-moi juste confiance. Je ne laisserai jamais rien de mal t'arriver. Ces mots, fais-moi confiance, étaient les mêmes auxquels je m'étais accroché toute ma vie. J'avais élevé ce garçon. Je l'avais aimé. Je m'étais sacrifié pour lui. Alors, contre les petites sonnettes d'alarme qui tintaient au fond de mon esprit, j'ai signé. Les semaines passèrent et la maison ne me semblait plus être la mienne. Chloé a commencé à laisser tomber de petits commentaires, presque comme des indices d'un plan qu'elle n'était pas censée partager. Tu sais, Antoine et moi avons parlé de rénover. Ce serait si agréable de moderniser la cuisine. Être ouvrir le salon. Les jeunes couples adorent ça. Les jeunes couples, pas toi, pas ta famille. C'était comme s'ils imaginaient déjà leur vie ici, sans moi. Je me souviens d'un dimanche où Antoine est venu, se promenant dans les pièces comme un acheteur lors d'une visite. Il a passé ses doigts sur la rampe, a jeté un coup d'œil dans la chambre d'amis, a même commenté le potentiel du sous-sol. Un frisson m'a parcouru alors que je le suivais. Ce n'était pas mon fils se remémorant sa maison d'enfance. C'était un homme évaluant une propriété qu'il croyait lui appartenir. C'était subtil, mais je sentais ma place se rétrécir. Le salon, autrefois rempli de photos de famille, semblait maintenant être un endroit qu'Antoine critiquait pour être trop encombré. La cuisine, où j'avais fait des centaines de tartes, avait soudainement besoin d'une mise à niveau. Même le jardin que j'entretenais avec tant d'amour était trop de travail. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir. Je me disais qu'il était juste pratique, qu'il voulait m'aider à sa manière. Mais, au fond, quelque chose de plus sombre murmurait. Il ne voit plus ça comme ta maison. Il la voit comme son investissement. Un soir, alors que Chloé se servait un verre de vin dans ma cuisine, elle m'a regardé par-dessus le bord de son verre et a dit, presque trop nonchalamment, « Tu sais, Marie, tu aurais tellement plus de liberté si tu n'avais pas à t'inquiéter de cet endroit. Imagine, tu pourrais vivre quelque part où tout est fait pour toi. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu doucement. « Cette maison, c'est ma liberté. » Elle a ri un peu trop légèrement et a changé de sujet. «
Mais ces mots sont restés en suspens dans l'air longtemps après leur départ ce soir-là. J'ai commencé à me sentir comme une invitée dans ma propre maison. Chaque craquement du plancher, chaque photo sur le mur semblait m'échapper. Et même si je ne pouvais pas encore le prouver, je savais dans mon cœur que quelque chose de terrible se préparait. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que j'avais déjà signé bien plus que ce que je comprenais. Et quand la trahison viendrait, elle me frapperait comme un coup auquel je n'aurais jamais pu me préparer. C'est arrivé un mardi matin, un de ces jours qui commencent si banalement que vous n'imaginez jamais qu'il divisera votre vie en un avant et un après. Antoine m'a appelé et a dit « Maman, allons faire un tour, tu es trop resté enfermé. L'air frais te fera du bien. » Je me souviens avoir souri en enfilant mon gilet, reconnaissante qu'il veuille passer du temps avec moi. Je pensais que nous tournions peu, être enfin à une page, que mon fils se souvenait que j'étais plus qu'une simple responsabilité. Mais pendant que nous roulions, le paysage me semblait étranger. Au lieu de nous diriger vers le parc ou le vieux bistrot où nous allions parfois, il a pris une longue route bordée de bâtiments que je ne reconnaissais pas. Mon cœur a fait un bond quand j'ai vu le panneau. « Maison de retraite Les Glycines. »« Antoine, dis-je, ma voix mal à l'aise. Pourquoi sommes-nous ici ?» Il a gardé les yeux sur la route, juste pour regarder quelques options, sans pression. « Tu vas aimer, maman. C'est moderne, propre, et tu auras des gens à qui parler. » Mon estomac s'est noué. Option pourquoi? Il s'est garé sur le parking, a mis la voiture au point mort et m'a finalement regardé. Son sourire était calme, répété. « Pour toi, maman. Il est temps. Tu ne peux pas continuer à vivre seul dans cette maison. » Ce n'est pas sûr. Chloé et moi pensons que c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai senti l'air me manquer. Le mieux pour qui? À l'intérieur, une jeune femme souriante nous a accueillis. « Bienvenue, Madame Dubois. Nous vous avons préparé une chambre. » Une chambre? Mes pieds se sont figés au sol. Que voulez-vous dire? Une chambre. Je n'ai pas accepté ça. Antoine a posé sa main sur mon bras, fermement, mais sans cruauté. « Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. » J'ai voulu crier, exiger qu'il me ramène à la maison. Mais c'est là que je l'ai vu. Une petite valise posée près du bureau de l'accueil. Ma valise. Celle de mon placard. Mes mains se sont mises à trembler. « Tu as déménagé mes affaires. » Sa voix était basse, sur la défensive. Chloé et moi avons pensé que ça faciliterait la transition. « Tu seras bien ici, maman. C'est temporaire, juste le temps qu'on trouve une solution. » Mais je savais bien, temporaire était un mot que les gens utilisaient quand ils ne voulaient pas affronter la finalité de ce qu'ils faisaient. La chambre qu'ils m'ont montrée était petite. Un lit simple contre le mur, une fenêtre étroite donnant sur un parking. Elle sentait légèrement l'eau de Javel et la solitude, le genre d'endroit où les gens s'oublient les uns les autres. Cette première nuit, je suis restée assise sur le lit, fixant les murs, engourdie. Le silence m'oppressait, plus épais que tout ce que j'avais connu. Ma maison, mon jardin, ma cuisine, mon fauteuil près de la fenêtre, tout avait disparu. Et mon fils, le garçon pour qui j'avais tout sacrifié, m'avait laissé ici comme si j'étais un vieux meuble qui prenait trop de place. Quelques jours plus tard, j'ai appris la vraie raison. Une des infirmières, assez gentille pour discuter en prenant mes constantes, m'a demandé si j'avais vu les photos de vacances d'Antoine. J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas. Elle a sorti son téléphone, a fait défiler les réseaux sociaux, et c'était là. Antoine et Chloé, souriant derrière des lunettes de soleil, des cocktails tropicaux à la main, sur une plage aux Maldives. Légende. On profite enfin de la vie. Un peu de calme et de tranquillité. Paix et tranquillité. Les mots étaient comme des couteaux. Leur paix était mon abandon. Pire, j'ai remarqué quelque chose à l'arrière-plan d'une de leurs photos. Le porche de ma maison décoré de guirlandes lumineuses. Ils avaient organisé une fête chez moi. La maison que j'avais nettoyée, réparée, pour laquelle j'avais saigné. La maison qui portait le poids de décennies de souvenirs. Ils se tenaient sur ce porche comme s'il avait toujours été le leur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le bourdonnement des lumières du couloir, l'atout étouffé d'un autre résident plus loin, le son faible d'une télévision que quelqu'un avait laissé allumer trop fort. Tout cela ressemblait à une cage. Je suis resté allongé. Et j'ai pensé à chaque sacrifice que j'avais fait, chaque repas sauté, chaque heure supplémentaire, chaque fête où je donnais à Antoine le plus beau cadeau et me contentais de rien. Et maintenant j'étais là, à manger de la nourriture fade dans des plateaux en plastique pendant que mon fils sirotait des cocktails sur la plage. La trahison a brisé quelque chose en moi. Il ne s'agissait pas seulement d'être placé en maison de retraite. Il s'agissait d'être effacé,
mise de côté pour qu'il puisse profiter de la vie que je lui avais donnée. Je me souviens avoir murmuré dans le noir, ma voix tremblante mais assez ferme pour que j'entende la vérité qu'elle contenait. S'il pense que c'est la fin de mon histoire, il se trompe. Il ne sait pas à qui il a affaire. Car ce qu'Antoine avait oublié, c'était ceci. J'étais la femme qui avait reconstruit une vie à partir de cendres une fois auparavant. Et si j'avais pu le faire alors, je pouvais le faire maintenant. Ce qu'il pensait être ma fin allait devenir mon commencement. Les jours aux Glycines se ressemblaient, marqués par le cliquetis des plateaux repas et le bruit des pas fatigués dans les couloirs. Certains résidents semblaient résignés à cette vie, assis tranquillement dans le salon, le regard vide ou les yeux fixés sur la télévision. Mais moi, je n'étais pas résigné. J'étais en colère. Une colère qui s'est installée au plus profond de mes os, plus forte que n'importe quelle douleur de l'âge. Chaque nuit, allongé dans ce lit étroit, je rejouais ma vie par fragments. La fois où j'ai travaillé 3 semaines d'affilée sans un jour de congé juste pour payer le voyage scolaire d'Antoine. La fois où j'ai vendu mes derniers bijoux pour couvrir son acompte universitaire. Les nuits interminables où je suis resté éveillé pendant qu'il étudiait, lui apportant du thé, lui disant qu'il était destiné à plus. Et c'est ainsi que ça se terminait, avec lui me jetant de côté comme si j'étais un obstacle sur le chemin de son confort. J'ai su alors que j'avais 2 choix. Accepter cet enterrement silencieux de ma dignité, ou me battre. Et je n'ai jamais été du genre à baisser les bras facilement. Le premier pas est venu d'une femme nommée Élise, une infirmière à la retraite qui était aux Glycines depuis quelques mois. Nous nous sommes liés d'amitié au petit déjeuner. Sa voix vive d'esprit tranchant avec la morosité ambiante. Un matin, elle s'est penchée vers moi et m'a dit « Vous n'avez rien à faire ici, Marie. Je le vois dans vos yeux. Vous n'avez pas fini. » Ces mots ont allumé quelque chose en moi. « Non, dis-je doucement. Je n'ai pas fini. Je lui ai confié ce qu'Antoine avait fait. Comment il m'avait convaincu de signer les papiers. Comment ma maison ne me semblait plus être la mienne. » Élise a secoué la tête. « C'est de l'abus de faiblesse, purement et simplement. Il ne peut pas simplement vous prendre vos droits comme ça. » Ce mot, abus de faiblesse, a résonné à mes oreilles. Je n'y avais pas pensé de cette façon. J'y avais pensé en termes de trahison, de cruauté, de cupidité. Mes abus de faiblesse, cela rendait la chose légale, tangible, quelque chose que je pouvais combattre. Élise m'a présenté à sa nièce, qui travaillait comme assistante juridique dans un petit cabinet en ville. Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro qu'elle avait griffonné sur une serviette en papier. Cet appel a tout changé. L'avocat, Maître Bernard, a écouté patiemment mon explication. Il a demandé des copies des documents qu'Antoine m'avait fait signer. Je ne les avais pas. Bien sûr que non. Mais je me souvenais d'assez de détails pour qu'il reconnaisse ce qui s'était passé. S'il vous a fait pression pour signer sans explication appropriée, et si nous pouvons prouver qu'il en a bénéficié à vos dépens, nous avons un dossier solide, a-t-il dit fermement. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Maître Bernard s'est arrangé pour me rencontrer en personne aux Glycines. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage quand il a vu la petite chambre dans laquelle on m'avait placé. « Madame Dubois, dit-il, la mâchoire serrée. Nous allons régler ça. » Au cours des semaines suivantes, nous avons discrètement rassemblé des preuves. Maître Bernard a découvert qu'Antoine avait utilisé mes fonds, mes économies de retraite, pour payer une partie de ses vacances aux Maldives. Il a également mis au jour les plans de Chloé pour refinancer la maison une fois que je serais installé en soins permanents. Chaque révélation faisait bouillir mon sang, mais renforçait aussi ma résolution. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer ma maison, il s'agissait de reconquérir ma dignité. Un soir, seul dans ma chambre, j'ai sorti une vieille photo d'Antoine petit garçon, son sourire édenté, son bras autour de mes épaules. J'ai pressé la photo contre ma poitrine et j'ai murmuré « Je t'ai trop aimé pour voir cela venir, mais tu ne me prendras plus jamais rien. » À partir de ce moment, j'ai décidé que je ne laisserais pas seulement Maître Bernard mener cette bataille pour moi. Je serai présente, je serai forte. Nous avons déposé des requêtes discrètement pendant qu'Antoine était encore en vacances, ignorant bien heureux de ce qui se tramait à la maison. Maître Bernard m'a conseillé de rester calme, d'agir comme si rien n'avait changé. « Laissez-le penser qu'il a gagné, » a-t-il dit. « Quand il reviendra, nous aurons les papiers prêts. » Alors j'ai attendu. J'ai joué le rôle de la résidente tranquille, lisant dans le salon, souriant poliment aux infirmières. Mais à l'intérieur, je me forgeais une armure. J'ai commencé à tenir un journal, y notant chaque souvenir, chaque sacrifice,
chaque détail de ce qu'Antoine avait fait. C'était à la fois une thérapie et un témoignage, un rappel à moi-même que ma vie valait plus que la façon dont il m'avait traité. Le jour où Maître Bernard est revenu avec la première ordonnance du tribunal, une annulation temporaire du contrôle de la propriété, je me sentais plus stable que je ne l'avais été depuis des mois. Il a placé les papiers dans mes mains, son regard rassuré. « Vous rentrez chez vous, Madame Dubois. » Les mots ont fait fléchir mes genoux. Chez moi. Ma maison, cette nuit-là. Alors que le personnel poussait ma valise vers l'accueil, j'ai jeté un dernier regard au couloir stérile des Glycines. Je ne partais pas en tant que femme brisée qu'Antoine avait laissée ici. Je partais en tant que mère qui avait réappris à se battre. Et je me suis juré que quand Antoine reviendrait de son paradis, il trouverait une tempête qui l'attendait sur le pas de sa porte. Le matin où je suis rentré dans ma maison, l'air avait une odeur différente. Ce n'était pas la vague odeur d'eau de Javel des Glycines ou le vide froid de cette petite chambre. C'était chez moi. Un mélange de lavande du jardin et des vieux parquets qui avaient supporté des décennies de pas. Je suis resté longtemps sur le seuil, respirant cet air. Pendant un instant, j'ai presque oublié que mon fils avait essayé de me prendre cela. Presque. Maître Bernard avait tout arrangé parfaitement. Le tribunal avait reconnu l'abus de faiblesse dans les actions d'Antoine. Le transfert de l'acte de propriété était gelé en attente d'examen. Et j'étais rétabli comme résidente principale de ma propre maison. Légalement, Antoine ne pouvait pas contester avant l'audience. Et Maître Bernard était confiant que les preuves l'accableraient. Pourtant, je savais que je devais agir avec prudence. Si Antoine pensait que je paniquais, il frapperait plus fort. Alors, je suis restée silencieuse. Je ne l'ai pas appelé. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je l'ai laissé profiter de ses couchers de soleil aux Maldives, de ses cocktails, de son illusion que j'étais rangé comme un vieux manteau dans un placard. Pendant ce temps, Maître Bernard et moi avons construit notre dossier. Chaque trace écrite menait à une autre trahison. Des retraits de mes économies, des débits sur ma carte de crédit pour des choses que je n'avais jamais achetées, des emails où Chloé se renseignait sur la vente rapide de la propriété. Il planifiait cela depuis des mois. Plus j'en apprenais, plus je réalisais que ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était calculé. Il m'avait regardé, la femme qui leur avait tout donné, et avait décidé que j'étais jetable. Un soir, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon journal ouvert, les dossiers de Maître Bernard étalés devant moi. Mes mains tremblaient non pas de peur, mais de résolution. Je n'allais pas seulement gagner ce procès. J'allais m'assurer qu'Antoine comprenne exactement ce que signifiait me sous-estimer. J'ai commencé modestement. J'ai appelé la compagnie d'électricité et j'ai remis tous les comptes à mon nom. J'ai contacté la banque et signalé chaque transaction suspecte. Maître Bernard m'a guidé pour geler certains comptes dans lesquels Antoine piochait. Morceau par morceau, j'ai repris le contrôle de ma vie. Et puis, presque avec un sens de l'humour noir, j'ai laissé tout le reste intact. Les guirlandes lumineuses qu'Antoine avait installées pour ses fêtes, toujours là. La bouteille de vin à moitié vide que Chloé avait laissée sur le comptoir, toujours là. Le mot sur le frigo concernant les plans de rénovation. Je l'ai gardé exactement où il était. Car quand ils rentreraient, je voulais qu'ils entrent dans une maison qui leur semblerait familière, jusqu'à ce qu'ils me voient assise là. Chaque jour, je devenais plus forte. Élise, des Glycines, appelait pour prendre de mes nouvelles, m'encourageant. « Tu fais ce que la moitié d'entre nous ne fait que rêver de faire, Marie, disait-elle. » Ces mots me donnaient de la force. Je ne me battais pas seulement pour moi. Je me battais pour chaque personne âgée qui avait été traitée comme un fardeau, chaque parent dont les sacrifices avaient été oubliés. La semaine précédant le retour d'Antoine, Maître Bernard est passé avec une pile de documents. Il les a posés sur la table et a tapoté la première page. « Ceci, dit-il, est le coup de grâce. L'ordonnance du tribunal confirme que vous êtes de nouveau l'unique propriétaire. Antoine n'a aucun droit légal. Et nous avons déposé une plainte pour abus. Quand il reviendra, il aura bien plus qu'à vous répondre. » J'ai hoché la tête, les larmes me piquant les yeux. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une justification. Mais je voulais encore une chose, tourner la page, une confrontation. Il m'avait laissé sans un regard en arrière, sans une seconde pensée. Je voulais voir son visage quand il réaliserait qu'il ne m'avait pas vaincu. Alors, j'ai tout planifié soigneusement. Je ne lui ai pas dit que j'avais quitté les Glycines. Je ne lui ai pas dit que j'étais à la maison. Je l'ai laissé penser que son plan avait fonctionné. La veille de l'atterrissage de leur vol, j'ai nettoyé la maison de fond en comble, non par devoir, mais par sentiment de propriété.
Chaque recoin scintillait, chaque cadre photo était redressé. Et puis j'ai posé les documents juridiques bien en évidence sur la table basse, prêt pour qu'il les voie. Cette nuit-là, assise près de la fenêtre avec une tasse de tisane, j'ai ressenti un calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Ni peur, ni tristesse, juste de la force. Car je savais que quand Antoine ouvrirait cette porte, s'attendant à entrer dans sa maison, il me trouverait en train d'attendre, et je serais celle qui tiendrait l'acte de propriété, les preuves et le pouvoir. Il m'avait envoyé en maison de retraite pour pouvoir siroter du rhum sur une plage. Mais, à son retour, bronzé et souriant, je serais là pour effacer ce sourire de son visage. Le jour du retour d'Antoine et Chloé était lumineux et chaud. Le genre de journée d'été où les enfants du quartier font du vélo dans la rue et où l'air sent légèrement l'herbe coupée. Je me tenais à la fenêtre, regardant le taxi s'arrêter, mon cœur battant régulièrement mais fort. C'était le moment. La portière de la voiture s'est ouverte et ils sont sortis. Antoine d'abord, bronzé, détendu, avec cette démarche nonchalante de quelqu'un qui a passé 2 semaines au paradis. Chloé a suivi, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et traînant 2 énormes valises. Il ressemblait à une image de magazine de voyage, tout était lisse et suffisant. Alors qu'il remontait l'allée, Antoine a jeté un regard à la maison, souriant comme un homme admirant sa propriété. Mon estomac s'est noué, mais je suis resté droite. La porte s'est ouverte, et j'étais là, assise calmement dans le fauteuil près de la fenêtre, une tasse de thé à la main, les papiers empilés proprement sur la table basse devant moi. Pendant un instant, il s'est figé. Son sourire a vacillé. « Maman », balbutia-t-il. « Qu'est-ce que tu... Comment ?» Chloé est entrée derrière lui, les sourcils froncés. « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai posé ma tasse avec un calme délibéré. « Vous vous êtes trompé. » Silence. Le genre qui pèse lourdement et rend chaque son dans la pièce aiguë. Le grincement de la porte qui se ferme. Le bourdonnement du frigo. Le froufrou du foulard en soie de Chloé. Antoine s'est éclairci la gorge, essayant de retrouver son sang-froid. « Maman, je te croyais aux glycines. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis penché légèrement en avant, le laissant voir la force dans mes yeux. « Je vis ici, Antoine. C'est ma maison. Ça l'a toujours été. » La bouche de Chloé s'est crispée. « Ce n'est pas possible. L'acte de propriété. » Je l'ai interrompu. Ma voix ferme. L'acte de propriété est de nouveau à moi. Chaque manœuvre douteuse, chaque mensonge, chaque papier que vous m'avez fait signer, annulé. L'abus de faiblesse ne plaît pas aux tribunaux, apparemment. J'ai vu la couleur quitter le visage d'Antoine. Il a regardé de moi à la pile de papier, puis de nouveau à moi. Sa voix s'est brisée. « Tu as pris un avocat ?»« Oui, » dis-je d'un ton égal. Pendant que vous sirotiez des cocktails sur une plage que je ne verrai jamais, j'étais assise dans une chambre de la taille d'un placard, à manger de la nourriture froide dans des plateaux en plastique. Et tu sais ce que j'ai réalisé, Antoine ? J'ai réalisé que je n'avais pas fini de me battre. Pas pour ma dignité, pas pour ma maison, et certainement pas contre toi. Chloé a tenté un rire, un son mince qui n'a pas atteint ses yeux. C'est ridicule. Nous essayons seulement d'aider. Aider ? Ma voix s'est faite plus tranchante. Était-ce de l'aide quand vous avez déménagé mes affaires sans me le demander ? Quand vous m'avez inscrite dans une maison de retraite comme si j'étais un bagage que vous ne vouliez pas porter ? Était-ce de l'aide quand vous avez utilisé mes économies pour vos vacances ? Antoine s'est agité, mal à l'aise, son visage pâle sous le bronzage. « Maman, écoute, arrête, dis-je en levant la main. Ne me mens plus, tu me voulais hors du chemin. Tu voulais cette maison, l'argent, la liberté. Tu ne me voyais pas comme ta mère, mais comme un obstacle. Eh bien, l'obstacle est levé. Pas moi, Antoine. Toi, sur ce, Maître Bernard, qui attendait silencieusement dans l'embrasure de la porte de la cuisine, s'est avancé. Sa présence a eu l'effet d'un coup de tonnerre dans la pièce. Il tenait un dossier sous son bras, son expression sévère. « Monsieur, madame », leur adressa-t-il froidement, « je suis ici en tant que conseil juridique de madame Marie Dubois. Depuis ce matin, le tribunal la reconnaît comme l'unique propriétaire de ce bien. Vous n'avez aucun droit ici. De plus, des plaintes pour exploitation financière et abus de faiblesse sont en cours. Je vous suggère de prendre cette affaire très au sérieux. » La bouche d'Antoine s'est ouverte, puis refermée. Sa voix n'était qu'un murmure. « Tu es allé à la police ?» Maître Bernard n'a pas scié. « Aux autorités compétentes. » Oui. Les lunettes de soleil de Chloé ont glissé sur son nez alors que son visage rougissait. Elle a attrapé le bras d'Antoine. Nous devrions y aller. Mais je n'avais pas fini.
Je me suis levé, mes jambes stables sous moi, et j'ai regardé mon fils dans les yeux. Antoine, cette maison t'a abrité quand tu n'avais rien. Ces murs ont entendu tes rires, tes larmes, tes rêves. Je t'ai donné chaque partie de moi-même pour que tu puisses te construire une vie. Et c'est ainsi que tu m'as remercié. Il a détourné le regard, la honte vacillant sur son visage. Je me suis approché, ma voix calme mais ferme. Cette maison me protège maintenant. De toi. Et tu n'auras plus jamais le pouvoir de me prendre ce que j'ai gagné. Chloé a marmonné quelque chose dans sa barbe, le tirant vers la porte. Un instant, Antoine est resté, les épaules voûtées, le visage illisible. Puis, sans un mot, il l'a suivi dehors. Quand la porte s'est refermée, j'ai expiré profondément. Le silence était différent cette fois. Pas lourd, pas suffocant. C'était la paix. Maître Bernard m'a fait un petit signe de tête. Vous avez bien agi, Madame Dubois. J'ai regardé autour de mon salon, mes photographies, mes meubles, ma vie, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le pouvoir. Pour la première fois depuis des années, je ne survivais pas seulement. J'étais debout. Quand la porte s'est refermée derrière Antoine et Chloé, j'ai senti le poids de décennies se lever de ma poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis assise dans mon propre salon sans peur, sans doute, juste en paix. Les papiers que Maître Bernard avait laissés reposaient proprement sur la table basse, preuve légale de ce que je savais déjà dans mon cœur. J'avais repris ma maison, et avec elle, ma dignité. Cette nuit-là, j'ai parcouru chaque pièce, touchant les murs, redressant les photos, murmurant à la maison elle-même « Nous sommes de nouveau en sécurité ». Dans le jardin, j'ai passé mes doigts sur les buissons de lavande que j'avais plantés il y a des années, leur parfum me rappelant que la vie, aussi meurtrie soit-elle, pouvait refleurir. J'ai pensé à Antoine, au garçon qu'il était autrefois, le garçon qui courait pieds nus dans le jardin, le garçon qui pleurait dans mes bras à la mort de son père. Ce garçon avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui avait oublié le sens du sacrifice, qui ne voyait que l'argent là où il aurait dû y avoir de l'amour. Et pourtant je n'étais pas amer. J'étais résolu, car si cette expérience m'a appris quelque chose, c'est que l'âge n'est pas synonyme de faiblesse. Nous ne sommes pas des fardeaux, nous ne sommes pas des obstacles. Nous sommes des personnes avec une histoire, des droits, des voix, qui méritent d'être entendues. Ne laissez jamais personne vous faire sentir insignifiante, pas même vos propres enfants. Si vous avez traversé des pertes, des épreuves et des sacrifices, alors vous avez déjà prouvé votre force. Ne l'oubliez pas. Antoine m'a laissé dans une maison de retraite pour qu'il puisse vivre son rêve aux Maldives. Mais quand il est revenu, c'est moi qui détenais le pouvoir. J'ai repris l'acte de propriété, j'ai repris ma vie, et je me suis reprise moi-même. Et ça, je ne le laisserai plus jamais partir.